fait des trucs bizarres qui aujourd'hui seraient parfaitement acceptés, puisque la physique quantique ne fait que ce que je suis en train de faire finalement. Mais c'était un peu trop étrange, et j'avais le choix que de rester dans un milieu académique, standard, ou alors partir dans un milieu fantaisiste, mais avec une ouverture. Alors j'ai préféré partir dans un milieu fantaisiste, et je loue chaque seconde le choix que j'ai fait. L'alchimiste espère voir se projeter dans son creuset le film de la création du monde et de la nature. C'est le grand œuvre. Un rêve qui peut paraître irréalisable. Pourtant, tous les traités d'alchimie disent que c'est un jeu d'enfant. Encore faudrait-il avoir gardé son âme d'enfant. Un enfant peut le faire, mais c'est peut-être pour ça qu'on n'y arrive pas. C'est sans doute trop simple. Entreprendre ce voyage alchimique, c'est donc partir à la rencontre de son âme d'enfant. J'espère pas vous faire abandonner tous vos carrières, mais en tout cas montrer qu'il y a peut-être une autre manière de voir le monde. Alors bien sûr, on a une manière officielle de voir les choses, et puis on a une manière religieuse, et puis on a une manière politique, et puis on a une manière commerciale, mais la manière de l'alchimiste, eh bien c'est peut-être une manière de plus, mais c'est une manière de voir le monde qui s'affranchit de tout dogme, de toute culture, de toute religion, de tout pays, et qui se retrouve dans, j'allais dire, aux quatre coins du monde. Car tous les alchimistes, quel que soit leur point de départ, eh bien, cherchent la même chose et le cherchent de la même manière. C'est comme si, tout à l'heure je parlais d'ondes qui créent la matière, et bien que derrière tout ça il y avait une onde unique. Et que tout le monde est à la recherche de cette onde unique. Le voyage alchimique est un voyage hors du temps. Passé, présent et même futur se mélangent dans la quête de cette onde unique. On va mettre nos pas où nos anciens ont mis leurs pas, pour essayer de comprendre si c'était des fous furieux ou s'il y avait vraiment quelque chose. Et puis on va voir aussi qu'il y a des lieux mythiques et mystiques qui ont été construits avec des messages alchimiques à l'intérieur. Donc on peut imaginer que si des gens se sont donné la peine de mettre ces messages au cours des temps, pendant presque 1000 ans, ils avaient quand même une certaine suite dans les idées pour continuer à semer ces informations sur ce chemin. Chaque lieu va fonctionner un peu comme une machine qui va nous transformer, où on va apprendre des choses, où on va laisser des choses, où on va comprendre des choses, un peu comme les pièces d'un puzzle. Petit à petit, on va accumuler des informations, et puis j'espère, par moment, on aura des illuminations qui vont faire que « Ah tiens, telle pièce va avec telle pièce, et je comprends enfin ce que ça veut dire ». On doit comprendre d'abord le principe, et ça c'est toute notre démarche. Et quand seulement on a compris le principe, alors on pourra se mettre au creuset. Mais ce n'est pas forcément nécessaire. Le sel va faire fondre la matière première. Une braise accélère la réaction.
Voilà, la réaction va se déclencher et le métal va lâcher son feu. Donc le creuset va monter en température, voilà. La flamme violette sort. Ça, c'est le métal qui libère son feu. Voilà. Et à l'intérieur se produit ce que les alchimistes appellent le volcan. Écoutons l'alchimiste. Comme ces fleurs de papier japonais qui s'épanouissent d'un coup dès qu'on les trempe dans un verre d'eau, la rose et les façades de la Grand Place vont pouvoir se déplier, s'ouvrir et nous dévoiler les principes de l'alchimie. D'abord, le travail sur la matière. Il s'organise autour du nombre 3. Il y a 3 roses sur le rosier, à diverses étapes de leur éclosion. Et juste à côté, on trouve 3 drapeaux qui représentent 3 couleurs. On va passer par 3 étapes. Première étape, la décomposition de la matière, l'œuvre au noir, donc ce sera la couleur noire. Ça sera aussi symbolisé par un corbeau, parce que décomposer la matière, c'est la volatiliser. Et donc prendre un volatile noir, et bien, tout naturellement, on a pris un corbeau, première œuvre. Le manuscrit médiéval « Le lever de l'aurore » représente cette phase du travail alchimique. Car l'œuvre au noir, c'est la matière devenue noire, comme le corbeau. C'est sa décomposition en ses divers éléments, en ses principes masculins et féminins, ce que montre aussi ce traité du XVIIe siècle, le très précieux don de Dieu. L'œuvre au noir est encore évoquée par Salomon Trismosin dans son livre d'alchimie La splendeur du soleil. Ici le soleil noir, évidemment. Une fois qu'on a décomposé la matière, eh bien on va rassembler les morceaux de cette matière et à ce moment-là, la matière devient blanche. Et ce sera la deuxième étape, l'œuvre au blanc, ou la licorne, liée par la corne, par le milieu du front. L'œuvre au blanc est la matière recomposée et purifiée. Elle est symbolisée par la licorne. La fameuse tapisserie de la Dame à la licorne, exposée au musée du Moyen-Âge à Paris, et tissée sans doute à Bruxelles à la fin du XVe siècle, célébrerait donc l'œuvre au blanc. Le secret de la licorne. Un secret que le créateur des aventures de Tintin, qui traversa souvent la Grand Place de Bruxelles, connaissait sans doute. Les 3 licornes que convoitent les frères Loiseau ne conduisent-elles pas au trésor de Rackham le Rouge ? Quand la matière est parfaitement purifiée, alors la lumière qui est à l'extérieur rentre à l'intérieur de la matière et la couleur qui en résulte est rouge, troisième couleur. Comme l'illustre une autre figure du traité de la splendeur du soleil. Et c'est pour ça que derrière nous, on a 3 drapeaux qui représentent un noir, un blanc et un rouge, les 3 couleurs de l'œuvre. Ces 3 couleurs trouvent un écho de l'autre côté de la place, avec Saint-Nicolas. Souvenez-vous, ils étaient 3 petits enfants qui s'en allaient glaner au champ. 3 petits enfants qui sont coupés en petits morceaux et mis au saloir comme pourceaux.
Alors Saint Nicolas arrive et sort ses enfants de ce saloir et les rend vivants. Il rassemble les morceaux. Donc c'est exactement là quelle est notre quête. On prend une matière, on la découpe en morceaux, on la purifie grâce au sel. Et une fois que cette matière est purifiée, eh bien on n'a plus qu'à rassembler les morceaux grâce à l'esprit qui est représenté par Saint Nicolas. Saint Nicolas est bien sûr l'ancêtre du Père Noël, puisqu'il a rendu la vie à des enfants, donc il les a rendus heureux, ce qui est quand même aujourd'hui le rôle du Père Noël. Ce Père Noël possède ces 3 couleurs, le noir, le blanc, le rouge, qui sont 3 couleurs qu'on a vues sur nos 3 drapeaux. Saint Nicolas et les 3 petits-enfants mis au saloir évoquent encore 3 autres grands principes de l'alchimie. Le mercure, le soufre et surtout le sel, le plus complexe de ces 3 principes. Toute la façade que surplombe Saint Nicolas illustre un des rôles de ce mystérieux sel. À l'entresol, des enfants. Toujours des enfants. Ils semblent s'amuser à faire la lessive. Ils essorent des draps. Image qu'on retrouve souvent dans les traités. Les alchimistes se servent en effet de la rosée, qu'ils recueillent sur de grands draps étendus dans les champs. Au printemps, entre le bélier et le taureau, à l'aube. Comme le montre le Mutus Liber, le livre muet, car il n'est fait que d'images. Un des plus célèbres traités d'alchimie du XVIIe siècle. La rosée est pour les alchimistes une eau singulière. Elle est descendue du ciel. C'est le fruit de l'air, de la lumière, des étoiles et du soleil. C'est une eau qui contient du feu. L'alchimie est une poésie de la nature. Une fois que j'ai récupéré le liquide et que je veux pouvoir en extraire le sel, alors on va le passer au four et on le séchera avec grande industrie. Et pour montrer que quand on sèche une matière, le feu doit être vif, vif comme le renard qui est dessous, un animal rouge comme le feu. Le sel de rosée. On dirait aujourd'hui du nitrate d'ammonium, qui est un explosif très puissant. Ce sel est capable de faire fondre la matière première, de l'ouvrir, disent les alchimistes. Cette matière ouverte pourra être travaillée, rectifiée, rendue droite. Ce qu'évoque la justice avec son épée. Cette matière recomposée est une promesse d'abondance, comme le suggèrent les statuts des 4 continents de part et d'autre de la justice. Pour réussir le grand œuvre, l'alchimiste ne doit pas dévier dans sa démarche. Il doit suivre un droit chemin, ce qu'il nomme la voie du milieu, que montre la justice. Ce droit chemin conduit au soleil, symbole de l'or. L'alchimiste a percé les secrets de la nature, figurés par les 4 saisons,